Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast L'Investisseur transformé. Aujourd'hui, c'est quand même un épisode spécial parce que ça fait environ 4 ans qu'on a le podcast en français et c'est la première version qu'on fait en vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Ruben Antoine, gestionnaire de portefeuille pour la firme Toulette Matthews et Associés. Et aujourd'hui, le sujet, on va couvrir le nouveau régime d'union parentale pour les conjoints non mariés. Donc, c'est la deuxième partie d'une discussion qu'on a commencée dans le dernier épisode où on a justement survolé tout l'état actuel du droit pour les conjoints non mariés avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi. Pour ceux qui ne le savent pas, avant le 30 juin, justement, les conjoints non mariés n'avaient peu ou quasiment aucune protection légale en cas de rupture. Depuis le 30 juin, ça a changé. Il y a une nouvelle loi et c'est ça qu'on va couvrir aujourd'hui. On va passer à travers, survoler les différentes considérations de cette nouvelle loi. Et pour nous aider à faire ça, on a justement une experte invitée, avocate, Mélissa Charles. Bonjour Mélissa. Bonjour Ruben. Content de t'avoir aujourd'hui pour le podcast. Merci pour l'invitation. Donc, on va commencer tout de suite, avant d'aller dans le sujet, d'apprendre un peu plus sur toi, ton parcours. Tu es aussi fondatrice de ta propre firme. Donc, dis-nous un peu plus justement sur toi-même et ta firme. Oui, alors je me présente, Mélissa Charles. Merci encore pour l'invitation aujourd'hui. Je suis fondatrice d'un bureau d'avocats qui s'appelle Excelsior Avocats. Ça fait 7 ans qu'on existe. On est 7 employés. Nous faisons principalement le droit des affaires, droit commercial, le droit de la famille, qui est quand même un gros département ici dans notre bureau, le litige civil et commercial, le droit immobilier. Et on vient de rajouter là, la branche de droit de l'immigration là, à cause de Trump. Là. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. On a vu ça Trump est arrivé. Ça va créer de nouveaux clients, ça. Oui, on a vu l'opportunité tout de suite. On s'est dit, bon, on va faire du droit de l'immigration. Alors, on a un département pour ça, là, pour les clients qui ont des besoins dans ce département-là. OK. Puis justement, tu disais, le droit de la famille, c'est une grosse partie des services que ta firme elle offre. Puis justement, aujourd'hui, on va discuter de tout ce qui est droit de la famille, plus particulièrement le nouveau régime d'union parentale. Donc, c'est quoi ce nouveau régime-là, cette nouvelle loi-là? Peux-tu nous en dire plus? Alors, c'est une nouvelle loi, comme tu as dit tout à l'heure dans ton introduction, qui entrera en vigueur le 30 juin 2025. Le législateur a voulu maintenant protéger les conjoints de fait parce qu'on voit en 2025, on a de plus en plus de conjoints, des gens qui ne se marient pas, mais qui ont des enfants. Alors, on avait fait une première petite tentative, j'en parle brièvement, avec l'affaire Eric et Lola, qui a échoué, que justement Lola a échoué. Alors Lola a voulu changer complètement le régime matrimonial, le droit de la famille pour inclure tous les droits que les époux ont pour les unions, les personnes non mariées. Qui est allé à la Cour suprême. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, on en a justement parlé dans le dernier épisode. Effectivement. Ouais. Alors, Lola a échoué. Mais là, on a une ouverture avec cette nouvelle loi par le législateur pour inclure les conjoints de fait. OK. Avec certains avantages. OK. Bon, justement, on va parler de ces avantages-là, ces protections-là. Et puis, c'est un sujet très important parce que au Québec, on est le chef de file mondial, hein, des gens qui ne sont pas mariés. Les gens ne le savent sûrement pas, là, mais quand on parle de couples non mariés, c'est environ 40 à 45% des couples. Mais je sais qu'on en parlait tantôt, cette loi-là, c'est aussi pour protéger les enfants. Bien, au Québec, juste une petite statistique, 65% environ des enfants naissent dans des unions de parents non mariés. Donc, c'est quand même important, cette loi-là. Mais on parle de couples. Est-ce que toutes les couples sont automatiquement assujettis à cette nouvelle loi-là? Je sais que c'est depuis le 30 juin, donc dès que tu n'es pas marié, tu rentres dedans? Ou? Non, la loi parle de certains couples. Okay. Alors, on parle des couples déjà principalement qui ont des enfants, mais les enfants qui sont nés après le 30 juin 2025. Alors, ça, c'est la date à retenir en vertu de cette loi-là. 30 juin 2025, c'est une date extrêmement importante parce que c'est là tout découle justement les avantages dont on va parler, là. Fait que les couples non mariés qui ont des enfants après le 30 juin 2025
ils sont assujettis à cette loi-là. OK, donc il faut retenir 30 juin, il faut retenir naissance d'un enfant. Ça, c'est des Effectivement. choses. OK, donc parlons maintenant qu'on comprend qu'est-ce qu'il faut pour appliquer pour que la loi soit en vigueur, en tout cas à qui que ça s'applique. C'est quoi l'impact? Donc, si on parle, par exemple, les conjoints mariés, il y a tout le concept du patrimoine familial. Donc, on va survoler un peu c'est quoi, puis après, ce que j'aimerais comprendre, c'est en quoi ce nouveau régime-là, cette nouvelle loi-là, amène une différence par rapport aux couples mariés qui tombent en dessous du concept de patrimoine familial. Parfait. Alors, je te parle avant le 30 juin et après le 30 juin. Avant le 30 juin, les époux, alors ceux qui sont mariés, en cas de séparation, en cas de divorce, ils doivent partager le patrimoine familial. Qu'est-ce qu'il y a dans le patrimoine familial? Alors, les résidences familiales, les meubles, le véhicule qui servent au déplacement de la famille. On parle de la cotisation de REER. Alors, Les pensions. Les pensions, tout ça. Alors ça, en cas de séparation du couple, on doit se séparer de ça, 50-50. Okay? Pour les couples mariés. Pour les couples mariés, oui. D'accord? Et les conjoints de fait, il n'y avait pas de ça. Il n'y avait pas, justement, quand je te parlais d'Éric et Lola, Éric et Lola, elle voulait, je veux aussi partager, je veux faire ça aussi. Alors, c'est pour ça qu'elle a échoué à la Cour suprême en 2013. Donc, avant le 30 juin, ça fait 20 ans que je vis avec quelqu'un. On n'est pas mariés. On a quand même bâti quelque chose ensemble, on va dire, parce que vaut pas 20 ans de vie commune, même si on n'est pas mariés. Sûrement, des fois, il y en a l'un ou l'une qui travaillait, l'autre peut-être a dû ralentir sa carrière pour aider, supporter la famille ou les enfants. Donc, il y avait tout le travail d'équipe. On va dire qu'il y avait juste une personne qui détenait la maison avant le 30 juin, pas marié, rien. Même si ça fait 20 ans qu'on vit ensemble. Okay. S'ils ont des enfants, c'est pension alimentaire pour enfants. Pour enfants, mais pas pour le conjoint. C'est ça. Okay. Alors, il y avait une différence aussi. Alors, il n'y a pas de pension alimentaire pour époux, pour les conjoints de fait. On s'entend là. Là. Ça, c'est pour les époux. 30 juin arrive, 30 juin 2025, le législateur a dit, bon, on va faire une petite ouverture pour les conjoints de fait, compte tenu qu'on regarde qu'est-ce qui se passe au Québec, comme tu l'as dit. Alors, le taux de conjoints de fait augmente. On s'est dit, bon, on va permettre quand même le partage de régime familial, notamment les résidences familiales, les meubles qui servent à la résidence familiale et les véhicules qui servent au déplacement de la famille. Okay. Alors, ça sera partageable en cas de séparation des conjoints de fait. Conjoints de fait, encore une fois, qu'ils ont des enfants après le 30 juin 2025. OK. Donc là, il y a une certaine protection de certains biens, mais tu as mentionné pas mal les mêmes actifs dans ce nouveau régime pour les conjoints de fait à comparer avec pour les conjoints mariés qui ont le patrimoine familial, à l'exception du REER et des pensions. Donc, dans le nouveau régime, maison ou résidence familiale, auto familiale, meubles, mais s'il y avait un gros REER, le conjoint, c'est pas partageable pour les conjoints non mariés après le 30 juin. C'est pas partageable. OK. Puis, quand on parle, on faisait référence à la maison, les résidences familiales. C'est quoi les protections spécifiques que ce nouveau régime-là, il vient amener quand on parle encore de conjoints non mariés, là, pour tout ce qui est de la résidence familiale? Est-ce qu'il y a d'autres protections juridiques que ce nouveau régime-là vient d'amener? Oui. Alors, peut-être, je pense que c'est là qu'on pourrait parler de prestations compensatoires. Peut-être, on va en parler un peu plus tard aussi là, dans le podcast. Mais c'est un recours qui était dédié aux époux. Alors, prestations compensatoires, je sais que ça sonne pas, c'est quoi ça? C'est comme une pension alimentaire, ça? Ou? En fait, c'est un recours en vertu celui qui s'appauvrit versus celui qui s'enrichit. OK. Alors, au niveau des conjoints de fait, on avait le recours d'enrichissement injustifié. OK. Prestations compensatoires étaient pour les époux. Okay. Maintenant, alors c'est le même genre de recours, voilà, alors selon la jurisprudence. Les conjoints de fait peuvent faire le recours en vertu de prestations compensatoires comme les époux, en fait. OK, on a couvert dans le dernier épisode l'enrichissement injustifié, donc c'est à peu près le même principe. C'est à peu près le même principe. S'il y a un lien de corrélation entre le fait que quelqu'un s'est enrichi dans un couple pendant que l'autre s'est appauvri, bien là, il se sépare, la personne s'est appauvrie, pourrait avoir certains recours, aller chercher un montant d'argent si c'est supporté et éprouvé par la Cour. On demande réparation. Alors, celui qui s'est appauvri demande réparation de la perte, comme je pourrais dire, pendant les années, en regardant justement le conjoint qui s'est enrichi au détriment de la personne qui s'est appauvrie. Alors, c'est le type de recours qui est offert justement
pour les conjoints de fait. OK, OK. Puis, si on a une situation où, mettons, encore une fois, des couples non mariés, avant que le couple soit ensemble, il y en a un ou une qui avait acheté une maison. Là, ils sont ensemble, ils vivent dans la maison. Un enfant est né après le 30 juin, ils se séparent. Est-ce que l'un d'entre eux pourrait dire, écoute, c'est ma maison, va dans la rue, sors de là, je t'aime plus, etc. Est-ce qu'il y a... Non, c'est pas un automatisme. C'est pas un Far West, là. Le monde, il pense que c'est un Far West. C'est pas un automatisme. Nous, quand on regarde les médias, là, quand on parle des cas là, dans la course, ça a l'air toujours intense. Là. Non. Mais, on regarde trop de films des fois aussi. Ben, c'est ça. Mais pour les propriétés, alors, on parle de... dans les cas des propriétés achetées. Oui, D'accord? acheté, oui. Alors, on est conjoint de fait, la propriété est au nom d'un des conjoints, l'autre conjoint, son nom n'est pas là. Je pense que j'en avais déjà parlé, on en avait déjà discuté. Il y a aussi cette histoire de déclaration de résidence familiale. C'est quoi ça? La déclaration de résidence familiale, c'est une déclaration qu'on met au registre foncier pour dire mon nom est pas sur les papiers Chez le maison. notaire, là, mettons? Mais prenez pour acquis que je suis la conjointe de monsieur qui est propriétaire. Alors, puis en conséquence, c'est notre résidence familiale. C'est un bon point, ça. Donc, ça, c'est qui doit faire ça? Dans quelle situation qu'on doit faire ça? Où qu'on va pour faire ça? Alors, la personne, le conjoint dont le nom ne figure pas dans l'acte de vente ou l'acte d'achat lorsqu'on achète la propriété, doit déposer une déclaration. Alors, qui le fait, c'est sûr, on va le voir en professionnel. Là, oui, parce que des fois, on ne sait pas où aller ou se faire guider, oui. Et doit déposer une déclaration de résidence familiale pour indiquer cette résidence-là, telle adresse, il s'agit d'une résidence familiale. Alors, c'est nouveau. Sous toute réserve, je te parle de ça parce qu'encore la loi, elle est neuve. C'est ce qu'on fait avec les époux. Alors, lorsqu'on est époux, c'est sûr que ça doit se faire. Okay. Il faut le faire. Mais selon ma compréhension, en lisant la loi, c'est tout à fait logique que cette obligation-là continue pour les conjoints de fait. Surtout depuis la nouvelle loi. Bien entendu, si on parle de la séparation de résidence familiale. Il y a ça aussi. Puis quelle protection ça offre, ça? Le fait moi, je vais dans le registre foncier, je mets mon nom parce que la maison est sous le nom dans l'acte notarié de ma conjointe. Après, est-ce que ça me donne une protection quelconque? Ou... La personne, bien oui. Alors ça t'empêche de vendre la maison sans mon consentement. Ah, OK. Donc, c'est pas juste une question de séparation. On pourrait être ensemble. Donc, on ne s'est pas séparés, là, mais madame ou monsieur, en tout cas, la personne qui est sur l'acte de vente ne peut pas se réveiller puis juste a vendu la maison puis arrive, en passant, moi, j'ai vendu la maison, je ne le savais pas. Effectivement. OK, c'est une façon de se protéger contre des transactions. C'est au moins de décider ensemble. Dans les transactions immobilières. Parce que c'est la résidence familiale. En fait, le but, Ruben, il faut que tu saches qu'il faut qu'on annonce au public que cette résidence-là, cette propriété-là est une résidence familiale. C'est ça le but. OK. Et puis la résidence familiale, dans la mesure qu'on sait que cette propriété-là est une résidence familiale, alors toutes les obligations et les droits subsistent. OK. Alors, existent. Alors qu'on parle de régime matrimonial, qu'on parle de patrimoine familial, j'ai dit régime matrimonial, mais encore, la loi, elle est neuve avec les conjoints de fait. Mais pour moi, selon moi, je pense que c'est tout à fait logique. Il y aura certainement de la jurisprudence. Exact, c'est tout nouveau, là. Ouais. Mais il y a un moyen de protection pour annoncer publiquement cette propriété-là est une résidence familiale. OK, donc ça, c'est recommandé du moins pour les conjoints mariés et non mariés avec la nouvelle loi. Okay. Effectivement. Très, très bon point. Bon, on a compris que les éléments déclencheurs, si je peux appeler ça comme ça, c'est le 30 juin, c'est la naissance d'un enfant après cette date-là. Les conjoints de fait, là, qui avaient des enfants avant le 30 juin, mais qui n'ont aucun plan d'avoir d'autres enfants après le 30 juin, est-ce qu'ils peuvent choisir d'embarquer, d'adhérer dans ce nouveau régime-là? Oui. Alors, on peut faire un genre de changement de régime. Ça, je pense que c'est avec les notaires. Ouais. Alors, on fait un acte notarié pour pouvoir y adhérer à ce régime-là particulier dans le cas échéant, pour y participer à la loi. OK. Donc, c'est quand même flexible. Les gens entendent parler de ça, ils sont comme ça ne s'applique pas à nous, mais chérie, est-ce qu'on voudrait se mettre mutuellement des protections? Voici une nouvelle loi, on embarque dedans. Qu'est-ce qu'il y en est? Là, je vais poser la question différemment. Des couples qui ont eu des enfants après cette date-là, donc ils sont automatiquement... des couples non mariés, ils sont automatiquement assujettis.
est-ce qu'ils peuvent décider d'en sortir? Oui. Ils ont un deadline de 90 jours. Ils OK. ont un délai de 90 jours après l'union de fait. Alors, ils ont une date où est-ce qu'on commence l'union de fait. 90 jours, ils peuvent demander de se sortir de là. Je pense que c'est par acte notarié. Ouais. Et puis, en faisant ça, ils sont réputés n'y avoir jamais adhéré à ce régime-là. OK, OK. Donc, quand tu dis 90 jours après l'union, c'est, mettons, c'est pas 90 jours après le 30 juin, c'est, mettons, si un enfant est né le 1er janvier 2026, bien là, c'est là que ça commence, parce que l'union commence là, donc 90 jours après. OK, donc c'est quand même flexible. On peut embarquer si on n'était pas assujetti, on peut en sortir si on était automatiquement assujetti. Ouais. Donc, puis, il faut le consentement des deux. Hein? Oui, bien c'est ça qui est important. Ouais. C'est pas quelqu'un qui est plus au courant, qui a une bonne littératie légale, qui veut en sortir, l'autre ne sait pas. C'est pour ça, j'imagine qu'il faut aller devant le notaire. Le ou la notaire va prendre le temps d'expliquer, puis ça se fait de façon informée. Disons que la nouvelle loi donne beaucoup plus d'ouvrages aux notaires qu'aux avocats. Oui? C'est quand il va y avoir du litige, là, c'est là que oui, nous, on embarque. Mais là, au moins, a priori, c'est les notaires qui vont travailler plus que les avocats. Les notaires vont avoir de la business. Bien entendu. C'est bon. Et donc là, on a parlé, les gens qui ont un enfant avant, ils peuvent adhérer. Les gens qui ont des enfants après, ils peuvent en sortir s'ils le veulent, là. Qu'est-ce qui arrive pour le cas des couples non mariés qui ont un peu les deux? Donc, il y avait un enfant ou des enfants avant, et il y a un enfant ou des enfants qui sont nés après. Donc, les gens pourraient se demander, est-ce que ça veut dire qu'on est un peu entre les deux? Il y a une partie, il y a des enfants qui sont sous le régime, d'autres qui ne le sont pas. Donc, juste clarifiez-nous ça un petit peu. Non, mais la loi est claire. Il ne faut pas faire une grande interprétation. On dit les enfants à partir du 30 juin. Fait que si vous avez des enfants avant, et puis que en plus, votre deuxième enfant est après, oui, participez. Vous rentrez. Okay. La loi n'a pas précisé. Les actifs vont être séparés s'il y a une rupture. C'est ça. On dit non, mais tu ne peux pas à cause qu'il y avait tel enfant, ton premier ou ton deuxième. Non. Dans la mesure que vous avez des enfants après le 30 juin, vous êtes union de fait, vous êtes dans l'union de fait, alors vous adhérez à la nouvelle loi. OK. Ça va quand même créer, c'est quand même intéressant, ça va créer différents catégories, si je peux dire, de familles d'union de fait, parce qu'il va y avoir tous les gens qui sont avant le 30 juin, ils vont être dans un type d'état juridique où il n'y a quasiment pas de droit ou de protection. Tous ceux après, ceux qui étaient après, qui décident d'en sortir, en tout cas, ceux qui sont mariés, il va y avoir différentes catégories de couples au Québec. Parce que ça s'applique juste au Québec. Ça s'applique au Québec, oui, c'est une loi provinciale. Exact, c'est le Code civil. Donc, le reste du Canada n'est pas concerné par ça. Puis, vu qu'on parle de protection, un autre aspect que j'ai trouvé vraiment intéressant dans la nouvelle loi, c'est que ça vient aussi ajouter une protection plus qu'on parle de planification successorale. Oui. Donc, quelque chose qu'on disait à beaucoup de nos clients qui sont non mariés à présent, c'est que, il y a différentes choses qu'on peut faire. Là, on va en parler tantôt des contrats de vie commune, on en a parlé dans le dernier épisode, mais aussi et au moins, assurez-vous d'avoir un testament. Parce que des fois, les gens ne le savent pas, hein? Les gens, ce qui porte à la confusion ici au Québec, c'est que le terme conjoint est défini différemment par différentes lois. Parce que vu qu'on fait nos déclarations d'impôts ensemble, puis fiscalement parlant, on est conjoint, des fois, les gens assument « Oh, on est conjoint, là. Écoute, le gouvernement met toutes nos affaires ensemble du point de vue fiscal. » Puis il y a d'autres lois, des pensions aussi, qui ont des définitions de conjoint différentes. Donc, les gens assument « Si on décède, je vais tout recevoir. » Mais ce n'est pas le cas. Avant la nouvelle loi, quand on décède, s'il n'y a pas de testament, bien, le conjoint de fait, il n'y a rien. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la nouvelle loi vient ajouter une certaine protection aussi au décès, sans testament, s'il n'y a pas de testament. Qu'est-ce qui se passe si, mettons, enfant encore après le 30 juin, donc on est sous le nouveau régime, décès sans testament? Je recommande quand même d'avoir un testament, mais décès sans testament, c'est quoi les protections que la nouvelle loi est venue apporter? Oui, ça, c'est un gros changement majeur dans la nouvelle loi, justement, quand je regardais les articles. Alors, j'aime bien dire l'article 666. Alors, c'est l'article 666 du Code civil du Québec qui parle... du diable. Oui. Alors, pas de testament par défaut. Attends, ça parle de la mort en plus, cet article-là? Puis c'est 666? Oui, ça dit carrément... là, je te parle en règle générale avant le 30 juin, d'accord? Le Code civil du Québec, on parle de cas des époux. Un époux décède sans testament. Alors, le partage, comment ça fonctionne? C'est 1/3 aux conjoints survivants et 2/3 aux enfants. Ça, c'est pour les conjoints mariés? Pour les conjoints mariés. Exact.
Puis on s'entend, avant le 30 juin, les conjoints de fait, il n'y avait pas tout ça. Exact. D'accord? Maintenant, là, avec la nouvelle loi, on a rajouté les conjoints de fait. OK. Alors, les conjoints de fait, encore, c'est le même principe. 1/3 aux conjoints faits survivants et 2/3 aux enfants. OK. Du couple, bien entendu. Oui. Fait que là, aux enfants, pour L'héritage. l'héritage. Mais tout là, on ça. parle de tous les actifs? Non, on OK. parlait des actifs qui font l'objet de la loi. Encore, OK. Oui. Donc, les mêmes actifs. Donc, si quelqu'un a une maison et un gros compte REER, dans la nouvelle loi, on n'est pas marié, c'est juste la maison Oui. que le conjoint survivant va avoir accès à 1/3. Effectivement. Fait qu'on OK. fait l'objet, qu'est-ce qui est l'objet de la loi, qu'est-ce qui est inclus. Alors, c'est ça qui sera partageable. Oui, mais quand on pense que pour la majorité des familles, leur plus gros actif, c'est la maison. Tu sais, oui, il y a des gens qui ont des bons comptes de placement, mais il y a beaucoup de personnes, c'est ça l'actif. Donc, il y a quand même une bonne valeur. Ça vient ajouter une bonne protection à la base, comparativement au fait qu'il n'y avait aucune protection avant. Effectivement. OK. Puis, Mélissa, dans le dernier épisode, on a recommandé aussi, là, je disais qu'on disait aux conjoints de fait d'avoir au moins un testament, mais il y a aussi tout le concept de, si on n'est pas marié, on a aussi le choix de mettre en place un contrat de vie commune. Donc, d'aller chez le notaire, de dire, écoute, si on se sépare, voici comment ça doit fonctionner. C'est un contrat entre 2 personnes. Maintenant, il y a une nouvelle loi. Est-ce que ça vaut encore la peine de faire un contrat de vie commune? Bien entendu, parce que, encore une fois, la nouvelle loi, elle donne une certaine ouverture, mais elle est limitée. Oui. Et puis, En on a effet. parlé justement les actifs qui sont partageables. J'inviterais quand même à faire un contrat de vie commune parce qu'on a surtout d'autres investissements, des placements. On veut savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Alors, oui, ce serait quand même intéressant de faire aussi un contrat de vie commune. Lorsque vous allez voir votre notaire, parlez-en de voir comment ça fonctionne, tout ça, pour faire le contrat de vie commune, pour inclure les autres actifs en cas de séparation, qu'est-ce qu'on fait avec, en cas de partage. OK. Donc, le contrat de vie commune peut venir compléter la loi ou, comme tu as dit plus tôt, on peut décider de sortir de la loi. Donc, des couples pourraient décider, l'union parentale, c'est bien, mais ce n'est pas ça qu'on veut. On sort de la loi, mais après, on met en place un contrat de vie commune plus complet. Donc, ça montre encore à quel point c'est très flexible tout ça. Là. Ben oui. J'imagine, là, ça, c'est par curiosité, à cause de toute cette flexibilité et tout, vous, la communauté des avocats, vous recevez ça comment? Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme, c'est une bonne progression par rapport au fait, tu sais, je lisais, là, les dernières réformes, c'est dans les années 80, après, il y a eu toute la réforme Éric Lola, après, il n'y a rien eu, bien, il y a rien eu avec Éric et Lola non plus, mais ça, on a parlé beaucoup du droit familial. Donc, est-ce que les gens sont comme, c'est mieux que rien, ou est-ce que les gens se disent, cette nouvelle loi, c'est pas assez? Comment c'est reçu dans la communauté juridique? Bien, en fait, on s'y attendait parce que vraiment, la dernière réforme du Code civil, c'est le 1er janvier 1994. OK. OK? Du Code civil? Oui. Là, il y a eu une tentative avec l'affaire Éric et Lola au niveau patrimoine. Oui, OK? le droit familial, oui. Au droit de la famille. Enfin, là, ça n'a pas passé à la Cour suprême. Dans le monde juridique, dans le monde des avocats, on s'est dit, bien, il faut que la loi, le législateur prenne en compte de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe maintenant? T'sais, dans les années 80, dans les années 90, oui, il y a plus de gens qui se mariaient. Mais là, maintenant, aujourd'hui, il y en a moins. Justement, tout à l'heure, tu parlais du pourcentage, où est-ce qu'on est. Fait que là, on avait hâte que la loi, que le Code civil, même les protections reflètent l'actualité des conjoints. Oui, la réalité. Et la réalité. On a beaucoup de conjoints de fait. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ces types de personnes-là? Parce que dans le Code civil, on parlait beaucoup de époux. Alors, les conjoints de fait se sentaient lésés. Alors, c'est bien. Je pense que c'est un bon premier pas. Ça ouvre. Je m'attends à ce qu'encore il y a d'autres ouvertures. Je pense qu'on en parlait là, en dehors des caméras. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants là, quand ils vont avoir 18 ans, tout ça, là. On s'en parlera quand ils auront 18 ans, ceux qui sont nés le 30 juin 2025. Alors, on s'en parlera pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ces enfants-là.
Mais je suis persuadée que le législateur il y aura d'autres modifications. Là, on lance la balle. On va voir qu'est-ce que ça donne. Il va y avoir la jurisprudence, les litiges, ça va... Il y aura de la jurisprudence, l'interprétation. tout ça. Les gens, moi, je m'attends, ils vont regarder les couples, ils vont dire, est-ce que ça vaut la peine qu'on se marie? Ou est-ce qu'on reste conjoint de fait? C'est quoi les avantages? Ils vont regarder. Alors ça va être les questions que les couples, avant qu'ils se marient, pour savoir, est-ce qu'on est confortable d'être conjoint de fait maintenant, juste avec un contrat? Puis qu'il y a une certaine protection. Oui. Ou est-ce qu'on va se marier? Okay, Alors, il y aura beaucoup de personnes qui vont se poser cette question-là, qui est une question quand même légitime. Peut-être ça va être moins coûteux en cas de séparation, parce que quand on parle de divorce, c'est cher, c'est long, surtout si on veut contester, alors on parle des délais, ou quoi que ce soit. J'ai comme l'impression que le législateur, oui, répond à certaines demandes et répond à certaines actualités et amène de plus en plus les couples, j'aime pas dire à ne pas se marier, mais à y réfléchir. Comment vous voyez votre vie commune? Comment vous allez peut-être il y a des gens ça? qui vont dire, étant donné qu'il y a une certaine séparation des plus gros actifs pour ce couple-là, ben, tant qu'à y être, marions, je sais pas. Marions-nous? Non, oui, je sais pas. Est-ce que l'industrie du mariage va être affectée? Je sais pas. Comme les notaires, peut-être ils vont avoir plus de business. Ben, c'est ça. Est-ce qu'il y aura moins de divorces? Est-ce que, il y a ça. Mais n'oublions pas, hein, il y a toujours cette histoire de, puis ça c'est important, je vais en parler, il y a toujours cette histoire de pension alimentaire pour enfants. Alors, ça ne change pas. Hein. C'est d'ordre public. Alors, pension alimentaire... Avant le régime, des couples normaux qui se séparent, il fallait quand même payer une pension alimentaire pour les enfants. Pour les seulement. enfants. Tandis que marié, c'est enfants et conjoints. Et conjoints. Les époux, ils peuvent avoir une pension alimentaire entre époux, mais l'union de fait, les conjoints de fait n'ont pas de pension alimentaire. Tu veux dire, même avec le nouveau régime, il n'y a pas de pension alimentaire pour les conjoints de fait, c'est vrai, ça existe. Non, c'est vrai. C'est vrai. Une autre différence aussi, on parlait de différence tout à l'heure, le partage du patrimoine familial entre époux, c'est d'ordre public. On ne peut pas se retirer. Tout à l'heure, on s'est dit, est-ce qu'on pouvait se retirer? Ou on a parlé de 90 jours après la fin de l'union parentale. Mais en tant qu'époux, on ne peut pas se retirer du patrimoine familial. Tu veux dire, juste pour quand tu dis d'ordre public, ça veut dire que quand on est marié, on ne peut pas aller voir un notaire et dire... Ça, on ne veut pas séparer la maison. Là. Effectivement, c'est on ne peut pas sortir on peut pas sortir. C'est ça que ça veut dire d'ordre public. Okay. Alors ça, c'est une grande différence que la protection reste là. La protection reste là. Fait que au niveau, on ne touche à rien au niveau des époux. Fait que la marge de manœuvre est beaucoup plus pour les conjoints de fait. Et c'est la raison pour laquelle je te fais cette intervention-là, pour savoir est-ce que les conjoints, avant qu'ils se marient, pour dire, ils vont se poser la question, est-ce qu'on se marie ou pas? Oui, parce que ça va être set in stone. Là. Ça va graver dans la pierre. Pour le partage du patrimoine familial. Mais il y aura un impact social, je suis persuadée. Il y aura un impact social là-dessus. OK. Tu as mentionné tantôt, là, comme dernière question ou avant-dernière question, les enfants, quand ils ont 18 ans, les questions que je commence à voir circuler, c'est justement à cause qu'un élément déclencheur, comme on a dit plus tôt, c'est avoir un enfant après le 30 juin. Et puis justement, oui, on parle de conjoint, de séparation d'actifs, mais à la base, l'esprit de cette loi-là, c'est beaucoup pour protéger les enfants. Donc, est-ce que ça veut dire que quand l'enfant a 18 ans, quitte la maison, le nid familial ou devient financièrement indépendant, donc les parents n'ont plus à s'en occuper, est-ce que le régime prend fin? Qu'est-ce qui ferait que ce régime-là prenne fin? Non, le régime ne prend pas fin à cause que l'enfant devient majeur. C'est comme une pension alimentaire. C'est pas à cause que l'enfant a 18 ans, on arrête d'arrêter une pension alimentaire pour enfants. Ça ne marche pas comme ça. Le régime d'union de fait prend fin en cas de séparation. Ou en cas où on décide de se marier. Alors, c'est fini. C'est un nouveau régime. C'est un nouveau régime. Là, on va dans le vrai régime de base ordinaire qui était là, qui était installé. C'est ça. Alors, ça, c'est les cas. Est-ce qu'il y aura d'autres cas selon la jurisprudence? Peut-être. Mais là, logiquement, ce serait la fin d'union parentale ou le changement de statut. On n'est plus conjoint de fait, on est devenu époux. Alors, si l'enfant décède, ça ne prend pas fin nécessairement. Donc, c'est vraiment, si on se sépare,
Si nous, on décède ou si on se marie, donc Ben, on c'est se parle ça, de mais ça. OK. effectivement. Ouais. Fait que là, ça. Et puis, ben, pour revenir justement, c'est intéressant ce que tu disais au niveau de l'enfant de 18 ans. Puis, je parlais de pension alimentaire. C'est quand même intéressant que le public le sache pour le pension alimentaire. Parce que moi aussi, je me fais poser la question. On me dit, oui, mais mon enfant a 18 ans, pourquoi je devrais payer une pension alimentaire? Bien, l'enfant de 18 ans, on appelle ça un enfant majeur, tant aussi longtemps qu'il est à la charge, qu'il est Ah, au OK, c'est social. ça. Ça, c'est C'est ça. important que le public le sache. Oui. Il y a encore pension alimentaire. Donc, s'il est étudiant à temps plein, il vit encore dans la maison. Effectivement. Ouais. Alors, le jour où est-ce qu'il n'est plus à charge, alors là, qui est autonome financièrement, là, oui, on peut faire une demande soit de suspendre ou même carrément arrêter le versement de pension alimentaire. OK, c'est vraiment important. C'est vraiment intéressant, cette nuance-là. Ouais. Donc, en gros, en résumé, Mélissa, moi, je vois à peu près, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué que ça, là, mais 3 grands volets à ce nouveau régime d'union-parentale-là. Le premier, c'est la protection des biens de la famille, donc tout ce qui est le concept de la séparation des biens qu'on a mentionnés, la maison, les meubles et les autos de la famille. Le deuxième, c'est l'aspect de la prestation compensatoire, donc un certain recours s'il y a eu un enrichissement injustifié. Quelqu'un restait à la maison, s'occupait des enfants, a dû arrêter sa carrière, donc n'a pas eu des contributions à son régime, n'a pas eu de promotion alors que l'autre partait son entreprise. Donc, je sais que c'est plus complexe que ça, là, mais une genre de relation entre quelqu'un qui s'est enrichi et s'est appauvri, puis il y a une séparation. Donc, la personne qui s'est appauvrie, le conjoint ou la conjointe, peut avoir un certain recours. Puis le troisième volet, c'est l'aspect successoral que ce nouveau régime-là est venu ajouter, qui est une certaine protection d'avoir un certain héritage si on est des conjoints non mariés et on décède sans testament, donc un tiers des biens qui rentrent sous le régime. Donc ça, c'est comme un survol. Ça serait quoi ton mot de la fin ou les leçons à tirer ou quoi que ce soit que tu veux mentionner pour finir à l'audience avant qu'on se laisse? Oui, alors, ben, si je refais les 3 éléments dont tu parles, alors, premièrement, pour le partage, soyez à l'affût. Regardez d'abord les définitions. Les définitions, c'est quand même important. Parce qu'on parlait de résidence familiale, c'est quand même important de savoir c'est quoi une résidence familiale. Ah, c'est un bon point, ça. OK? Fait qu'on Ouais. va retourner un petit Le peu. condo en Floride, est-ce que ça inclut le C'est chalet? C'est ça. un bon point, Résidence ouais. familiale, d'ailleurs, il y a un article dans le Code civil qui parle de la définition de la résidence familiale. C'est l'endroit où est-ce qu'il y a vie commune. Je ne sais pas Mais si comment on définit vie commune maintenant? c'est une question de fait. OK. C'est une question de fait. Est-ce que OK. c'est l'endroit où est-ce que vous mangez ensemble? Est-ce que vous faites des activités familiales à l'intérieur de la maison? Je comprends, ouais. Alors ça, Ouais. si un homme et une femme sont séparés, mais qu'ils habitent encore dans la même maison, par exemple, monsieur habite en bas, madame habite en haut, Des fois, c'est en transition avant qu'on achète. ce n'est plus une résidence familiale. OK, OK. OK? Donc, Parce c'est que une question de fait. c'est une question de fait. Alors, regardez les définitions à la base. Les meubles, alors les meubles, est-ce que ce sont des meubles qui servent à la famille? Les véhicules, on voit toujours au niveau, monsieur a son véhicule, madame a un véhicule, mais c'est quel véhicule qu'on prend qu'on va au chalet ou qu'on fait des activités Ouais, familiales? puis des fois, c'est les deux. Hein? Ou Tu des vas fois, c'est chercher les les deux. enfants le matin, moi le soir, donc ça devient 2 véhicules familiales. C'est des fois. encore une question de Ouais. fait par rapport à ça. Par la suite, au niveau successoral, bien entendu, c'est un gros point, c'est un gros changement dont on voit justement au niveau de la nouvelle loi. Faites quand même un testament. Faites Ah, ben quand oui. même un testament Ah, oui, parce oui. que c'est source litigieux, pareil. Alors, quand c'est un testament, C'est signé. c'est signé. Ouais. Un testament qui peut se faire soit devant un notaire ou devant un avocat. La différence, c'est que quand c'est devant un notaire, si c'est notarié, au moins c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté, tout et tout. Alors, faites-le quand même, protégez-vous. Tu parlais tout à l'heure, c'est une très belle question, tu me demandais, Ruben, est-ce que ça vaut la peine de faire une convention de vie commune? Faites-le pareil, Mhm. parce que ça ne couvre pas tous les actifs, c'est quand même limiter la loi. Alors, je suis persuadée qu'il y a des conjoints de fait qui ont des entreprises, qui sont entrepreneurs, ils sont tous les deux actionnaires d'une entreprise. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'entreprise en cas de séparation, par exemple? Nos placements, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, quand c'est déjà écrit dès le départ, c'est plus facile pour faire la séparation, en cas de séparation là, des conjoints de fait. Dans le fond, mieux vaut prévenir que guérir. Puis
mieux vaut avoir cette discussion-là quand ça va bien, puis qu'on est en amont, puis qu'on peut... C'est des discussions inconfortables, mais on peut en parler. Effectivement. Parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir cette discussion-là qu'on ne Effectivement. s'aime plus, puis on veut plus voir la face. Et il y a toujours ce recours-là de prestations compensatoires. Alors, c'est très jurisprudentiel. Il y a des critères au niveau de la jurisprudence pour savoir, oui, OK, alors on voit... ça n'arrive pas souvent. Hein. Moi, dans mes dossiers de tous les jours, là, on n'a pas tant de demandes de prestations compensatoires ou enrichissement injustifié dans le cadre de monsieur, madame. Parce qu'on voit, encore une fois, l'actualité d'aujourd'hui, monsieur, madame sont quand même autonomes, sont peut-être professionnels ou quoi que ce soit. C'est moins commun c'est comparativement moins dans le temps. commun dans les années, dans les familles traditionnelles ou quoi que ce soit. Mais le recours existe, le recours demeure. Vous pouvez quand même l'utiliser dans la mesure qu'il y a un appauvrissement versus un enrichissement sans cause. Ben, écoute, merci beaucoup, Mélissa, pour ce survol sur le nouveau régime du non-parental. Je pense que c'est très important, c'est nouveau, les gens se posent beaucoup de questions. Donc, on apprécie vraiment que tu sois venu sur le podcast pour en parler avec nous. Merci. Merci à toi, Ruben. Ça fait plaisir. À tous les auditeurs, auditrices, merci pour votre écoute. On se voit au prochain épisode de l'Investisseur transformé. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.